PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio, comme tous les samedis avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'accession à la propriété. Comment faire pour obtenir un crédit? C'est difficile. C'était difficile en 2022. Qu'est-ce que ça donnera en 2023? Je rappelle aussi que vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions au 0826 300 300, puisqu'on va vous répondre d'ici 10h. Vous avez un problème de logement, que vous le possédiez ou que vous le louiez. On est là pour vous expliquer comment vous en sortir. Tout de suite, place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. On commence, Marc, avec la loi anti-squat qui va être encore renforcée. Et oui, le Sénat qui a adopté il y a quelques jours une proposition de loi qui durcit les sanctions contre les squatteurs et qui accélère les procédures en cas de loyer impayé. L'une des mesures adoptées triple les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le Sénat a voté la possibilité de pénaliser le locataire qui se maintiendrait dans les lieux à la suite d'une expulsion, mais a supprimé avec l'aval du gouvernement la peine de 6 mois de prison envisagée qui avait créé un début de polémique. Oui, on en avait débattu notamment sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. Ça faisait beaucoup de débats. On poursuit avec une annonce immobilière qui crée la polémique. Celle-ci concerne un studio parisien où l'agence a tenté d'embellir un petit peu trop la réalité. Oui. Exactement. Et c'est une agence immobilière qui a mis en vente un studio à Paris pour 168 000 €. L'agence y vantait un joli studio calme et lumineux. Le logement se composait d'un séjour, d'une kitchenette, d'une douche, d'un WC séparé et d'une chambre mezzanine. Jusqu'à là, rien d'anormal. Mais lorsqu'on arrivait à la description de la surface, l'agence immobilière est peut-être allée un peu trop loin. Selon elle, le bien mesurait 23 mètres carrés au sol, 12 mètres carrés en loi Carrez et 16 mètres carrés en ressenti. Alors, 16 mètres carrés, la surface ressentie. Oui, c'est comme la température en fait. Exactement. Mais rappelons-le, le mètre carré ressenti est évidemment une mesure aussi subjective qu'illégale. C'était une manière de marquer sur l'annonce que ça a l'air petit, mais quand vous êtes dedans, vous avez l'impression que c'est plus grand. Quoi qu'il en soit, méfiance. Du coup, on rappelle ce qu'est la loi Carré. Eh bien, la surface d'un logement est encadrée par la loi Carrez. Elle correspond à la taille du logement en mètres carrés entre les murs, à condition qu'il y ait au moins 1,80 m de hauteur sous plafond. Les zones mesurées ne concernent pas les surfaces sous escalier, par exemple, ou encore les espaces réservés au stationnement des voitures. L'épaisseur des matières isolantes est même retirée de la somme, tout comme les surfaces non aménageables, comme les combles. Et c'est ce qui permet notamment d'éviter qu'on vous loue un placard dans la capitale notamment. Quoi qu'il en soit, on poursuit avec l'île d'Oléron qui réclame une somme stratosphérique au site, à la plateforme Airbnb. De quoi il s'agit? Eh bien, la communauté de communes de l'île d'Oléron réclamait déjà en mars dernier à la plateforme plus de 400 000 € car elle n'avait ni collecté ni versé l'intégralité de la taxe de séjour entre 2020 et 2021. C'est une somme qu'Airbnb a fini par accepter de payer après plusieurs mois de tractation, mais l'affaire n'en restera pas là car Airbnb pourrait aussi être condamné pour ne pas avoir justement collecté cette taxe de séjour pour les communes de l'île d'Oléron comme l'impose la loi. La sanction pourrait être beaucoup plus lourde que le simple remboursement de la taxe. Dans le cas des communes d'Oléron, elle réclame près de 30 millions € à Airbnb. Oui, c'est conséquent. Allez, on remonte en Normandie où un propriétaire a été condamné pour avoir brutalisé ses locataires. Et l'histoire s'est passée dans un tout petit village de la Manche d'à peine plus de 24 habitants. Moins d'habitants dans ce petit village que le nombre de plaintes et de mains courantes déposées contre un propriétaire de 55 ans qui louait plusieurs maisons. Et belle performance. Oui. Exactement. Ce propriétaire est du genre colérique, irascible et paranoïaque. En novembre 2020, il avait notamment asséné de violents coups de poing à un de ses locataires et l'avait même menacé, je le cite, de le crever. Le tribunal judiciaire de Cherbourg a condamné le propriétaire à une peine très forte, de 15 mois de prison ferme. Effectivement, on verra s'il les effectue. Quoi qu'il en soit, merci à vous Marc Ezrati. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group, cette semaine, on parle de la micro-nue propriété. C'est quoi ?
Eh bien, écoutez, Jean-Marie, nous sommes tous conscients de l'état des pensions et la détresse dans laquelle peuvent se retrouver certains seniors une fois en cessation d'activité ou en veuvage. Beaucoup se retrouvent alors dans l'impasse, a fortiori, puisque toute option de crédit leur est interdite. Eh bien, il existe maintenant, c'est tout nouveau, la micro-nue propriété qui, à l'instar du prêt viager hypothécaire, permet de dégager des liquidités grâce à son patrimoine tout en restant propriétaire de son bien. Ici, le propriétaire vend à un ou plusieurs acquéreurs un pourcentage de la nue propriété pour bénéficier immédiatement et exactement du capital qu'il lui faut, tout en restant bien évidemment chez lui. C'est comme la nue propriété, sauf que l'on n'est pas obligé de vendre toute sa nue propriété, mais seulement la partie souhaitée de 10 à 49% en fonction de ses besoins réels et immédiats en liquidité. Un exemple, M. Martin a besoin de 30 000 € pour refaire sa cuisine et s'acheter une voiture, et que la nue propriété de sa maison est estimée à 100 000 €. M. Martin n'aura besoin de ne vendre que 30% de sa nue propriété. Ça lui permet un petit peu de trésorerie. Merci beaucoup Marc Ezrati, elle est restée avec nous. Tiens, on parle de trésorerie, si vous en manquez pour devenir propriétaire comme la plupart des Français, on va essayer de vous obtenir un prêt, un crédit. Pourquoi malgré tout c'est difficile? On en parle avec notre invité qui représente Préto, c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati et ses invités. Tiens, vous cherchez à obtenir un crédit, vous avez du mal, vos dossiers sont fusés. Pourquoi? On va en parler avec notre invité. On en parle avec Marc Ezrati. On accueille Pierre Chapon, cofondateur de Préto. Bonjour à vous, Pierre Chapon. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Alors, Pierre, en 2022, on a beaucoup entendu parler des difficultés d'accès au crédit. Où est-ce qu'on en est vraiment? Alors, 2022, ça a été une année un peu en deux parties. Premier semestre très dynamique et le ciel qui s'est assombri à partir du milieu de l'année avec deux effets. Le problème du taux d'usure qui était trop bas, qui n'avait pas eu le temps d'augmenter, alors que les taux, eux, ont augmenté fortement. Donc, pas mal de dossiers qui ont commencé à être bloqués en raison du taux d'usure. Des dossiers, par ailleurs, très solvables, avec aucun problème au niveau des endettements et tout. Donc, des choses assez particulières. Et dans le courant du deuxième semestre, les problèmes de budget qui apparaissent avec une autre typologie de blocage. Des gens qui sont bloqués par le taux d'endettement maximum de 35%, croisé à une hausse des taux et donc un budget qui devient un petit peu pénalisé. Alors, en 2023, il faut s'attendre à quoi? Alors, 2023, ça va être un petit peu miroir, c'est-à-dire le problème du taux d'usure va petit à petit s'estomper avec la barrière réglementaire qui va remonter assez nettement, et donc on s'attend à ce qu'il n'y ait plus trop de problèmes d'ici la fin du deuxième trimestre. En revanche, les taux continuant d'augmenter, là le problème du budget va être très très fort, puisque les taux ont pris plus de environ 1,5 point en 2022, ça continue à augmenter, on s'attend à 3,5, peut-être 4% au milieu de l'année, sachant que le 35%, qui est le taux maximum, il va rester une contrainte forte. On estime à environ un tiers du marché qui va voir son budget d'emprunt bien trop faible comparé à des prix d'achat qui ne vont pas avoir le temps de baisser, et donc des projets qui ne vont pas pouvoir se faire. Ouais, et donc des inégalités de plus en plus marquées. Quels sont les profils les plus touchés et ceux qui peuvent encore acheter dans ce contexte? Alors, les profils les plus touchés, c'est un peu malheureux, mais c'est toujours pareil. C'est les gens qui ont le moins de marge de manœuvre. Typiquement, le primo-accédant qui se lance dans la vie, même s'il a un bon revenu stable, le fait de ne pas avoir la possibilité de compenser la baisse du budget d'emprunt par de l'apport, ça va le pénaliser. À l'inverse, soit des personnes plus lancés dans la vie, donc des secondo-accédants qui, eux, ont des liquidités, qui, eux, pouvaient être bloqués par le taux d'usure en 2022, pour le coup, vont pouvoir être à l'achat de manière satisfaisante en 2023. Et plus généralement, les gens qui ont de la marge de manœuvre pour compenser avec de l'apport, ça peut être aussi avec la solidarité familiale que c'est possible. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait partie de ces exclus ? Alors, d'abord, on dit que les prix vont pas assez corriger pour
pour compenser les baisses de capacité d'emprunt. Mais si on a un dossier solide, même avec un budget qui est un petit peu diminué par les taux élevés, on pense que c'est important de regarder des opportunités à l'achat. Il y a des biens qui vont être un petit peu décotés. Si on a un dossier solide, on peut être agressif dans les négociations, en particulier sur des biens avec des défauts, avec travaux notamment. Si on veut se donner la possibilité de faire le projet en 2 temps, on peut être bloqué par le 35% pour l'achat, mais si le bien est vivable, certains peuvent financer des travaux par la suite. Et en particulier sur de la résidence principale, des biens avec travaux liés à l'efficacité énergétique, il peut y avoir de la décote sur les DPE dégradés, et ça peut être une opportunité pour devenir propriétaire. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de devenir propriétaire quand on a plus de 50 ans ? Oui. Il est possible. Alors, de manière assez ironique, ça a été beaucoup moins possible en 2022 à cause du taux d'usure, parce que l'assurance est chère et on pouvait être bloqué par le taux d'usure. Ça va être derrière nous dans pas longtemps. Donc, c'est possible. Les banques regardent la pérennité des revenus sur la durée du prêt. Donc, s'il y a un passage à la retraite, on va simuler le taux de remplacement au niveau des revenus. Mais c'est tout à fait possible. Il y a des banques qui peuvent endetter avec des fins de prêt qui dépassent 70 ans, qui peuvent aller même jusqu'à 75 ans. Donc c'est un peu technique, mais ça se fait. Les inégalités liées à la nature du contrat de travail, la différence par exemple de traitement entre les contrats à durée déterminée et indéterminée, est-ce qu'elles sont renforcées par la crise ? Alors pour l'instant, pas trop. C'est pas tellement ça qu'on voit. Les banques explicitent pas beaucoup d'exigences de ce type. Vraiment, c'est plutôt la capacité à avoir un apport important et de l'épargne après projet qui devient un critère prépondérant, parce que les banques sont en recherche de liquidité. Après, c'est une constante que un CDI, c'est plus favorable pour emprunter, mais il n'y a pas une tendance particulière à ce stade, puisqu'on est plutôt dans un contexte où, d'un point de vue économique, il n'y a pas de signaux particuliers au niveau du chômage ou de récession. On est plutôt dans une situation où les conditions d'accès au crédit ont été chamboulées. Donc pour l'instant, pas trop de problèmes sur ce volet-là. Et justement, ici à l'avenir, on a plus de travail précaire, comment les banques elles vont s'adapter ? Comment les banques et les entreprises d'ailleurs ? Alors, s'il y a plus de travail précaire, de toute façon, pour l'accès au crédit, si des gens étaient en CDI et passent en CDD ou en intérim, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les premières années de ce nouveau statut qui n'est pas le CDI, là, de toute façon, c'est pas possible d'emprunter. Il faut reconstituer un historique. Donc, on peut emprunter quand on est en CDD, mais il faut avoir un historique. Donc, la conséquence, c'est s'il y a une vague de travail précaire, ces gens-là vont être exclus temporairement de l'accès à l'emprunt. En un mot, dans le neuf, est-ce qu'il est possible d'acheter ? Oui, il est possible d'acheter. Alors, il y a moins de programmes, les prix sont plus élevés, mais il y a 2 choses qui vont en faveur du neuf cette année. C'est le neuf, c'est l'occasion d'acheter un bien à bonne qualité énergétique, ce qui est un sujet qui devient de plus en plus important. Et le PTZ, c'est sous condition de ressources, mais dans pas mal de cas, le PTZ, ça permet d'optimiser les capacités d'emprunt. Et avec des taux qui sont maintenant élevés, le PTZ, ça peut faire gagner entre 10 et 15% de capacité d'achat, donc c'est pas neutre. Merci Pierre Chapon, merci d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Très bon week-end à vous. Puis on va rester dans les parages d'ailleurs, parce que tout de suite, on va parler notamment de financement de projets immobiliers. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Avec notre autre invité, Anthony Normand. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'invité de Marquez Ratier. Bonjour Anthony Normand. Alors, vous êtes l'auteur de Financer et assurer ses projets immobiliers. Ça a été publié récemment chez Bréal by Studirama. Ce guide du crédit immobilier paraît dans un contexte compliqué, mais vous y demeurez résolument optimiste pour les mois à venir. Est-ce que vous pensez, Anthony, justement, comme certains de vos confrères, que le marché est en train de se débloquer ? Effectivement, Marc, je pense qu'on a vécu une année 2022 particulièrement compliquée. Je pense que les acquéreurs ont souffert, la profession a souffert, mais qu'en 2023, les choses changent. Alors, il faut demeurer évidemment prudent. On ne sait pas précisément ce qui va se passer, mais en échangeant déjà avec nos partenaires bancaires, la première chose dont on parle, c'est de comment faire pour qu'eux puissent être rentables quand ils distribuent un crédit immobilier. Et le chiffre qui revient, c'est souvent 1% d'écart entre l'OAT et le taux d'usure. Ce pourcent d'écart, on l'a aujourd'hui.
on y est, et donc le marché commence petit à petit à se débloquer. Alors, dites-nous tout, ce guide, de quoi il se compose? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors moi, quand je suis devenu courtier en prêt immobilier, je me suis rendu compte que beaucoup se posaient des questions sur la technicité de ce métier, la technicité du prêt immobilier, alors que les connaissances à acquérir, finalement, elles sont pas si complexes que ça. Et à chaque fois que j'ai eu à former un courtier, ça m'a pris quelques semaines, et je me suis dit que ce serait une bonne chose que les emprunteurs aussi soient formés. Et ce que j'ai fait dans ce guide, c'est que je suis revenu véritablement sur le parcours de l'acquéreur, sur la façon dont on maîtrise son offre de prêt, dont on comprend les subtilités. Et aussi, je suis revenu dans un dernier point sur l'assurance emprunteur, parce qu'on se rend compte que ça constitue quand même un quart du coût d'un projet immobilier et que c'est un sujet qu'il faut quand même maîtriser avant de signer. Du coup, vu que vous avez sorti ce guide, vous servez à quoi maintenant? Un courtier en prêt immobilier reste toujours très utile. Déjà, sortir ce guide, pour moi, c'était avant toute chose un devoir de transparence. Je voulais que mes clients soient formés parce qu'un client bien formé, c'est un client qui va vous faire confiance et qui va pouvoir véritablement nourrir son projet avec vous. Mais un client bien formé, ce qu'il sait également, c'est qu'il a besoin d'un courtier. Pourquoi? Parce que le courtier va pouvoir lui obtenir des conditions préférentielles auxquelles il n'aurait pas accès en direct auprès de son agence bancaire. Alors, l'idée est donc de transmettre, mais aussi peut-être pour vous de gagner quelques clients. Aujourd'hui, je fais ce métier depuis 6-7 ans. L'essentiel de ma clientèle me vient de la recommandation. L'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir un outil supplémentaire déjà à mes propres clients, puisqu'à chaque fois que je rencontre un nouveau client, je lui offre ce livre. Mais je pense que ce livre va me permettre de faire de nouvelles rencontres. Ça me permet notamment d'aller sur le salon de l'immobilier neuf. Oui, d'ailleurs, on le rappelle, vous y serez le dimanche 19 mars. Tout à fait. Au salon de l'immobilier neuf, c'est à Paris. Et c'est en partenariat avec Sud Radio. Et vous interviendrez sur le financement des ventes en état futur d'achèvement. Les fameuses VFA. Les fameuses VFA. Et d'ailleurs, ça me fait penser que du point de vue strictement financier, ce type de produit, il est vraiment intéressant. Tout à fait. Comme Pierre en parlait juste avant, l'achat d'un bien immobilier neuf permet d'avoir accès au PTZ. Donc déjà, au moins, ce qui va rassurer tout le monde sur le PTZ, pas de taux d'usure. Donc déjà là-dessus, on est un petit peu tranquille. Également, à une époque où les banques demandent de plus en plus d'apports pour financer des biens, on sait que les frais de notaire sur le neuf sont réduits, divisés par 3. Donc ça permet vraiment aux acquéreurs d'amener un petit peu moins d'apport, même si certaines banques demeurent tout de même exigeantes. On a aussi accès à d'autres avantages, comme le dispositif Pinel, quand on fait du locatif. On a aussi accès à la TVA à 5,5. Donc vraiment, le PTZ, le PTZ et l'immobilier neuf, c'est aujourd'hui très intéressant. Et je pense que nos auditeurs auraient tout intérêt à venir au salon fin mars. Oui, exactement. Du 17 au 19 mars, porte de Versailles. D'ailleurs, on fera on parle IMO depuis le salon le 18 mars. Merci. Anthony Normand, donc vous êtes le courtier en prêt immobilier dans la vie chez Abi Courtage et vous êtes l'auteur du livre Financer et assurer ses projets immobiliers. C'est paru il y a quelques semaines aux éditions Bréal by Studirama. Très bon week-end à vous, merci d'avoir fait. Merci Marc. Allez, restez tous avec nous sur Sud Radio. On parle IMO jusqu'à 10h, votre rendez-vous 100% immobilier. C'est le moment de nous appeler 0826 300 300. Vous avez un problème de logement, que vous soyez locataire ou propriétaire, une question à poser à nos spécialistes. C'est le moment de la poser parce qu'on va vous répondre en direct sur Sud Radio. Tiens, on va peut-être parler caution. Comment le récupérer? À quelles conditions a-t-on le droit de récupérer sa caution? À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Vous êtes locataire ou alors propriétaire quelque part dans ce pays et vous avez une question à poser justement. Vous n'avez pas la réponse, on va essayer de vous l'apporter. C'est le moment de nous appeler 0826 300 300. On est toujours avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour. Nous sommes avec Laetitia Caron qui nous rejoint. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de PAP particulier à particulier. Et on est avec Caroline au 0826 300 300. Bonjour à vous ma chère Caroline. Bonjour. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Caroline. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin? Alors, je suis locataire d'un logement meublé que je viens de quitter. Et lors de l'état des lieux de sortie, mon propriétaire a constaté qu'il y avait 2 taches sur le canapé et que les rideaux étaient légèrement abîmés à cause de mon chat qui a fait ses griffes dessus. Du coup, le propriétaire m'informe qu'il souhaite garder la caution sur ces 2 motifs. Alors, je voulais vous poser la question suivante. A-t-il le droit de retenir ma caution? Eh bien, écoutez, on va poser la question à Laetitia. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Directrice générale de PAP. Le sujet de la caution revient souvent dans les questions des auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce que vous pouvez éclairer Caroline sur le sujet?
Oui, Marc, c'est vrai que c'est un sujet qui fait souvent débat, la caution. D'abord, les règles les règles de caution génèrent souvent du flou et de la subjectivité. C'est pas toujours clair pour tout le monde. Ça peut du coup donner lieu à des désaccords. Manifestement, c'est le cas de Caroline. Donc, on va essayer de l'éclairer, oui, Caroline. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que c'est qu'une caution et comment ça fonctionne ? Alors, déjà, on va préciser, on va être un peu précis sur les termes. Quand on parle de caution, finalement, c'est un petit abus de langage. Il faut plutôt parler de dépôt de garantie, parce que la caution, en fait, c'est plutôt quand quelqu'un se porte garant pour le locataire. Donc, on va parler de dépôt de garantie. Lors de l'entrée dans les lieux, le locataire donc, fournit, en plus de son loyer, un montant qui représente le dépôt de garantie. C'est 1 mois de loyer hors charge maximum en location vide et c'est 2 mois en location meublée. Le propriétaire a le droit de l'encaisser. Bon, pas se mentir, d'ailleurs, en général, il le fait, il l'encaisse. Et ce dépôt de garantie, il permet de garantir les dégradations qui seraient effectuées par le locataire pendant le bail. Et c'est la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie qui va définir s'il y a lieu ou pas de conserver ce dépôt de garantie ou une partie du dépôt de garantie, parce qu'évidemment, ce n'est pas toujours la totalité, mais c'est la comparaison des deux qui établira ça. Quand on parle de dégradation, on parle de quoi ? Alors, ce que dit la loi, c'est que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements qui sont mentionnés au contrat. Par exemple, s'il y a une cuisine équipée, etc. Il doit faire les petites réparations courantes. Par exemple, il doit remplacer les joints de robinet, il doit réparer les flexibles de douche s'ils sont cassés, il doit désentartrer quand les choses sont entartrées. Il doit évidemment aussi réparer les dégâts qu'il aurait causés. Par exemple, s'il a fait des trous de cigarettes dans la moquette ou s'il a arraché du papier peint, s'il a cassé une vitre, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il doit donc grosso modo s'assurer que le logement reste en bon état. Et je précise qu'il est responsable lui-même de l'entretien. Il est aussi responsable de ce qui pourrait arriver quand ses amis viennent, ses enfants par exemple, si ses enfants créent des dégradations ou si ses animaux créent des dégradations, il est responsable aussi. Dans le cas de Caroline, j'ai l'impression que c'est mort. Et c'est fichu. Vous allez un peu vite, Marc. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement fichu. D'autant que Caroline est toujours avec nous. Je précise. Caroline. Elle doit avoir l'impression qu'on l'opère vivante comme ça et réveillée. Vous êtes toujours avec nous. N'hésitez pas à intervenir, ma chère Caroline. Surtout. Alors, ce qu'on va dire à Caroline, c'est que le propriétaire, déjà, sa question, c'était est-ce qu'il a le droit ? Le propriétaire a eu l'air de lui dire qu'il allait garder son dépôt de garantie. Le propriétaire, il ne peut pas arbitrairement garder le dépôt de garantie sans rien justifier. S'il estime que le logement est en mauvais état, ou en tout cas qu'il y a des dégradations, il n'a pas le droit juste de dire « je garde le dépôt de garantie ». Donc, il doit faire un état des lieux. Là, manifestement, ça a été fait. Il doit le comparer à celui d'entrée. Je précise au passage pour les auditeurs, je ne sais pas si ça a été le cas pour Caroline, mais c'est bien de faire des photos, parce que les photos, c'est encore plus parlant que quand on écrit les choses sur un état des lieux. Vous aviez fait des photos, Caroline ? Non, je n'en avais pas fait. Alors, la prochaine fois, Caroline, faites des photos dans votre prochain logement. La première tâche, vous photographiez toutes les tâches, toutes les griffures. Et faites-les à l'état des lieux d'entrée, les photos surtout aussi. Oui. Bon, en tout cas, donc le propriétaire, une fois que l'état des lieux a été fait, s'il estime qu'il y a des dégradations, il doit fournir des devis pour justifier le montant des réparations ou du remplacement à effectuer. Je précise alors là qu'il n'a pas besoin forcément de justifier qu'il a fait les réparations ou le remplacement, mais il doit au moins fournir des devis. Caroline, j'ai une question pour vous. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet appartement ? Alors, je me suis installée en septembre 2016, donc ça va faire 6 ans et demi. Ok. Ouais, et du coup, Laetitia, si j'ai bien compris, il y a pas mal de vétusté sur le fameux canapé de Caroline. Alors, il est vétus, votre canapé. En tout cas, ce qu'on estime en effet, c'est que si vous voulez, il y a peut-être des dégradations, mais on doit tenir compte aussi d'une vétusté, puisque Caroline donc est restée 6 ans et demi. Évidemment, on n'attend pas que le logement soit absolument en état neuf quand elle le rend. Donc, dans votre cas, Caroline, grosso modo, un canapé, ça s'apparente à de la literie et on estime qu'une durée de vie de literie, c'est 10 ans. Donc, grosso modo, ça veut dire que le canapé, il perd 10% de sa valeur chaque année. Et que, dans votre cas, s'il doit le remplacer, eh ben, il ne peut pas, puisque vous êtes resté 6 ans et demi, donc ça fait 65% de vétusté. Donc, grosso modo, ce qu'on peut estimer, c'est que s'il le remplace, il ne pourra pas vous facturer plus de 35% de la valeur du canapé.
S'il le fait nettoyer, par contre, il peut vous demander l'intégralité de la facture de nettoyage, parce que ça, c'est moins élevé. Mais en tout cas, il ne pourra pas vous facturer l'ensemble. Et donc, ce qu'il faut, c'est que là, vous lui écriviez ou que vous lui téléphoniez en lui demandant de vous fournir un devis et en évoquant cette notion de vétusté. Et on espère que ce n'était pas un canapé design extrêmement rare ou autre. On vous a bien répondu, ça vous va, Caroline ? Ah oui, écoutez, ça me va bien, ça m'a bien aidé. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Limez les griffes de votre petit chat. C'est plus simple. C'est plus simple. Vous n'êtes pas la première, malheureusement. Merci à vous de nous avoir appelés, vous tous qui nous écoutez d'ailleurs. Même numéro 0826 300 300. On est là pour vous aider. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Et c'est l'instant carte postale. Marquez Ratti. Et oui, avec Laetitia Caron, on part où ce matin ? Alors, on va dans le Gers, Marc. On va très exactement à Fourcès. C'est classé parmi les plus beaux villages de France. Bon, il y en a un certain nombre dans le Gers, mais celui-là, il est vraiment joli. Il est particulièrement connu parce qu'il y a une place ronde, on appelle ça un cercle urbanistique. Et c'est un très bel endroit, assez pittoresque. Effectivement, dans une magnifique région. Bon, c'est une maison ? En effet, c'est une maison ancienne, parce que dans le Gers, il y a beaucoup de maisons anciennes. C'est une maison qui date du XVIIIe siècle, elle fait 120 mètres carrés, 4 pièces principales, 2 chambres. Elle a été restaurée dans les règles avec un architecte, donc vraiment une belle rénovation, et des artisans du patrimoine qui sont intervenus. C'est une restauration qui date de 2006. Il y a de jolies poutres d'époque, des murs en pierre, du parquet. Je vous vois des étoiles dans les yeux, Marc, là. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas succomber à son charme. À combien le prix ? 219 000 €, c'est 1 825 € du mètre carré, c'est classique, enfin, c'est correctement positionné. Parfait. Merci Laetitia. Bonjour Audrey Mulat. Bonjour Marc. Directrice du réseau Évidence à Montpellier. Alors, où est-ce qu'on part avec vous ce matin ? Alors moi, je vous amène dans une petite ville authentique, charmante, très paisible, avec une situation géographique idéale. On va partir entre mer et vigne, près du fleuve, au bord même du fleuve d'Orbe, à quelques kilomètres de la mer et de la ville de Béziers. Donc en plus, on n'est pas loin de l'Espagne. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette petite ville ? Alors, on est à Sérignan et on va trouver, comme Laetitia, une maison de caractère qui a été rénovée dans les règles de l'art. On est sur une maison 6 pièces de 156 mètres carrés, sur une jolie parcelle clôturée de près de 600 mètres carrés. Et pareil, j'ai des prestations très belles, comme du parquet à chevrons, du marbre noir, du marbre blanc. Vous me faites rêver toutes les deux ce matin. Exactement. On est à 570 000 €, Marc, ce qui fait 3 650 € du mètre carré, ce qui est très raisonnable. C'est très raisonnable pour le secteur. Exactement. Merci beaucoup Audrey Mulat. On vous retrouvera également la semaine prochaine. Très bon week-end à vous d'ici là. Merci. Et puis les images, évidemment, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Et puis, profitez bien de l'Hérault et de Montpellier quand même, parce que c'est un coin magnifique. Merci à vous, Marc Ezrati. Merci Laetitia Caron. On vous retrouve samedi prochain. On parle IMO, toujours au même numéro d'ailleurs. 0826 300 300. Vous tous qui nous écoutez, vous posez vos questions, vous laissez même vos messages. Quand on vous répond pas tout de suite, on vous rappelle et puis on essaye de vous trouver une solution, comme aujourd'hui, par exemple avec Caroline. On parle de quoi samedi prochain, Marc ? On parle de... Est-ce que c'est le bon moment d'acheter en 2023 ? On en parlera cette fois-ci avec Laetitia Caron. Faut-il se dépêcher ou faut-il attendre ? On verra ça samedi prochain. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.